Bonjour tout le monde, merci de participer à ce webinaire. Je m'appelle Marie-Aimée Fortin-Picard, je suis agente régionale de développement pour Action Réussite. Donc, Action Réussite, qui est l'instance de concertation en persévérance scolaire pour la Abitibi-Témiscamingue. Donc, je prends la peine de le dire parce qu'on a des gens de la région, mais on a aussi des gens de l'extérieur qui se sont joints à nous aujourd'hui. Donc, bienvenue à tout le monde. Je suis vraiment très contente de voir là, que les gens commencent à se joindre à nous. Donc, webinaire où on présente des données et des pistes d'action pour augmenter le niveau de littératie en Abitibi-Témiscamingue. C'est des réflexions qu'on va avoir ensemble, c'est des réflexions qui peuvent être utiles ailleurs aussi. Donc, sentez-vous bien à l'aise d'être avec nous, même si vous n'êtes pas de la région. Donc, je me suis assurée, l'enregistrement fonctionne. Donc, ce que ça veut dire, peut-être juste mettre en sourdine Isabelle Prévost. Je ne vais pas vous cibler, mais OK, merci. Merci Marc-Claude, je pense que c'est toi qui l'as fait. Hein? Voilà, donc voilà. Fait que première petite consigne, là, de vous mettre sur le plus possible. Encore quelqu'un. Laurie, je crois qu'on t'entend. OK, merci. Donc, les seules personnes là, qui vont avoir leur micro. Puis en fait, là, pourquoi j'ai autorisé à avoir les micros ouverts, c'est qu'il va y avoir des moments où vous allez pouvoir poser des questions. Je voulais que ce soit convivial. Je voulais pas être obligée de donner les autorisations, les enlever. Je me suis dit, on se fait ça entre nous. Le but, c'est vraiment d'avoir un beau moment ensemble et de pouvoir échanger. Donc, c'est pour ça là, que le petit micro était déjà activé. Donc, sur ce, je vous dis tout de suite et on pourra le répéter. La présentation va être disponible. Donc, les données qui sont présentées dans la présentation PowerPoint, tout va être disponible. Je vais vous l'envoyer par courriel. C'était peut-être une erreur de mettre les voix activées. Je ne sais pas, Marc-Claude, est-ce que tu vois tout le monde? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé tous les micros, puis on les réactivera tantôt. OK, parfait. Tu dois être meilleur que moi. Je vais te laisser gérer les micros. J'ai l'art de la gestion du micro. Parfait, merci beaucoup. Bon travail d'équipe. Donc, on y va comme ça. La présentation va vous être envoyée par courriel après l'événement. Ça va être disponible aussi sur notre site là, pour les gens qui veulent aller le reconsulter. Puis, l'événement d'aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Donc, vous le recevrez aussi par courriel, puis il pourra être partagé avec des gens qui ne sont pas ici aujourd'hui. Il n'y aura pas de temps limite. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que ce soit partagé puis sensibiliser le plus de gens en région. Avec la semaine prochaine, il y a les journées de la persévérance scolaire. Donc, on s'est dit quel beau moment pour pouvoir lancer un webinaire comme celui-ci et sensibiliser le plus de gens possible. Donc, je laisserai la parole à ma directrice, Marie-Claude Lacombe, et gestionnaire des droits de parole. Gestionnaire du micro, c'est un beau titre. Bien, merci tout le monde d'être là ce matin. C'est avec beaucoup de plaisir que je vois qu'il y a beaucoup de participants. Je crois à l'œil, selon la firme Lacombe et Lacombe, qu'on a un record d'inscription au webinaire. On a, hier, avec Marie-Aimée, on a regardé ça, il y avait 104 personnes inscrites. Fait que c'est le webinaire qui bat le record. Et je décode derrière ce record les grandes préoccupations en lien avec la littératie. Ça fait plusieurs fois là, que ça revient sur le sujet depuis quelques années. Donc, c'est un succès mitigé, contente dans mon cœur, moins dans ma tête, parce que si on est préoccupé comme ça, c'est parce qu'on a du travail à faire. Mais merci d'être là et de prendre le temps d'être avec nous et d'écouter. Aujourd'hui, en fait, on a trois objectifs. Le premier, c'est de comprendre ce que veulent dire les données. Quand on parle de littératie, ben, c'est de quoi on parle, de qui on parle. Surtout, des fois, on peut avoir des croyances qui ne sont pas vraies. Puis c'est quoi les répercussions de ces données-là sur notre région, dans les MRC, mais sur notre région aussi. Le deuxième objectif, c'est d'ouvertir, pardon, j'ai mis mes lunettes pour bien lire mon texte, ça va bien. D'ouvrir nos perspectives sur des pratiques et des pistes d'action pour ensuite être en mesure de poser des actions, soit dans nos propres organisations, dans nos territoires, dans la région, soit seuls ou ensemble, hein, parce qu'il y a des choses qui appartiennent à un ou l'autre, mais il y a des choses qu'on peut faire collectivement. Puis ce qu'on souhaite au bout de tout ça, ben, c'est poser des actions qui vont avoir de l'impact, qui vont changer des choses. Pardon.
Donc, voilà mon petit mot d'ouverture. Merci d'être là encore. Merci à Slimane et à Pierre de prendre le temps d'être avec nous ce matin. Et je passe soit à Marie-Aimée ou soit à Slimane. C'est moi! Je voulais introduire nos invités. Donc, ce superbe webinaire là, qui est offert en collaboration avec la Fondation pour l'alphabétisation. Donc, Slimane, à qui je parle depuis un petit bout. Slimane Saïd, qui est en fait depuis 2008 à l'embauche de la Fondation pour l'alphabétisation. Il est responsable des services d'aide et de référence en éducation des adultes ainsi que des programmes des bourses dédiés aux organismes et aux individus. Donc, je lui laisserai la parole d'abord, puis on a notre deuxième invité que je vais présenter un petit peu plus tard. Merci beaucoup, merci Marie-Aimée, merci tout le monde, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là, de parler de cet enjeu de la littératie qui touche le Québec, et notamment plusieurs régions MRC du Québec. Alors, je vais partager avec vous la présentation avec le son. OK, donc je crois on va pas être long. Voilà, est-ce que vous voyez tout? Tout fonctionne. Parfait. Alors donc, en fait, l'objectif, aujourd'hui, on va aborder, comme j'ai dit, la question de la littératie, quelques données dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. L'objectif est de comprendre ce qu'est la littératie, voir son impact dans les démarches des adultes, entreprennent. Finalement, nous allons aussi vous présenter les services d'aide Info Alpha, Info Apprendre. Donc, c'est un petit résumé. Mais avant d'aller vers ça, je vous propose de regarder en fait une vidéo qui peut illustrer concrètement les enjeux liés à la littératie et poser un contexte pour la suite. Alors, je vais vous faire écouter cet extrait. Jusqu'à l'âge de 47 ans. Je pouvais à peine écrire mon nom. C'est ce qu'on me demandait de lire à haute voix ou ça, c'est ma plus grande peur. J'adorais l'école, mais j'ai pas pu rester à l'école. Je savais pas lire, je comprenais rien. Quand c'était le temps des devoirs et des leçons des enfants, c'était difficile. Donc, dans cette vidéo, comme vous l'avez vu, on voit des situations qui sont vécues par de nombreux adultes, donc des documents difficiles qui sont difficiles à lire, des démarches administratives complexes à faire, puis on présente aussi des chiffres, on a présenté des chiffres ainsi que les causes, les conséquences des faibles compétences en littératie au quotidien. On va maintenant parler de... Voilà, on va parler maintenant de la littératie comme telle, qui est évidemment la capacité d'une personne à lire, comprendre, utiliser une information écrite. C'est une compétence essentielle à la participation sociale, à l'atteinte des objectifs personnels, parfois aussi à la formation et aussi à l'emploi. Il ne s'agit pas donc seulement de lire, mais aussi d'interpréter, de donner du sens et d'utiliser l'information pour prendre des décisions dans la vie quotidienne. Maintenant que la définition, en fait, on l'a éclaircie, on va regarder comment le Québec se situe en matière de littératie selon l'enquête internationale du PQ, même si on l'avait vu dans la vidéo. Le PQ étant le programme d'évaluation internationale des compétences des adultes. Cette enquête fait référence au pays de l'OCDE, une enquête qui est faite par l'OCDE environ tous les 10 ans. Elle mesure la capacité à lire, comprendre, utiliser l'information écrite. Donc, les compétences en numératie aussi et la résolution de problèmes dans un environnement technologique. Les niveaux du PQ, en fait, elles permettent de distinguer clairement les différentes compétences associées à chaque niveau. On les voit ici. Il nous montre aussi en fait, ce que nous montre les adultes qui se situent dans la vie réelle en fonction de leur capacité à traiter l'information, interpréter des documents, résoudre des tâches
complexe. Donc ça, c'est dans le contexte du quotidien que vit l'adulte. Comme vous le voyez dans la petite tarte ici, on voit que près de 52, plus de 52% des adultes qui n'atteignent pas le niveau 3 au Québec suite à cette dernière étude. Et comme vous l'avez vu aussi dans la vidéo, le Québec se classe 8e province au Canada en matière de littératie. Donc, ce qui est préoccupant au niveau du Québec national. Puis, on va passer maintenant au taux de littératie par région. En fait, il y avait plusieurs études qu'on a faites la Fondation qui sont menées par Pierre, aujourd'hui présent, qui ont permis de mettre en lumière certaines données, notamment au niveau local. Ces données, elles proviennent d'analyses réalisées à partir de données ouvertes et celles du PK aussi. Quand vous voyez la carte ici, la région de l'Abitibi est orange, ça veut dire que son niveau préoccupant de littératie qui se situe entre 58 et 60 de la population qui n'atteignait pas le niveau 3 du PK. Ces régions, il y a des régions qui sont en rouge, qui dépassent les 60% de la population qui n'atteignait pas le niveau 3. On retrouve cette donnée aussi dans certains MRC de l'Abitibi. Si on regarde ici, donc par MRC, on voit que l'Abitibi Ouest a un taux de 61,4 de personnes qui n'atteignent pas le niveau 3, qui est une situation en rouge plus préoccupante que d'autres régions qu'on voit ici en orange. Ça, il n'y a pas de grosse amélioration depuis le 2016. On voit aussi au Québec que l'Abitibi, toujours le MRC de l'Abitibi Ouest, elle est 5e, 4e parmi les autres MRC du Québec en matière de littératie des personnes qui n'atteignaient pas le niveau 3. Que je trouve quand même qui sont préoccupants. Ces indicateurs permettent aussi d'adapter des actions en fonction des besoins, en fonction de certaines réalités. On a aussi, en fait, les données, les précédentes études qui sont menées ont aussi touché le doigt sur l'indice de grande vulnérabilité qui est, en fait, cet indice combine pauvreté et manque de compétences de base qui crée en soi un cercle vicieux et qui nécessite une aide externe pour sortir les personnes de cette spirale. Quand on voit les grandes villes du Québec, on voit que Amos, qui est en fait les régions de l'Abitibi, Amos, elle est de 7,6 qui est en rouge. Et puis on voit aussi d'autres villes, qui est Rouyn-Noranda, qui se situe à 6,69%, et aussi le Val-d'Or, qui est de 7% de l'indice de vulnérabilité. Donc, en fait, ça dépasse la moyenne du Québec qui est de 48, si je ne me trompe pas, c'était ça, 4% plutôt d'indice de vulnérabilité. Donc, il y a aussi l'enjeu de l'offre collégiale. Alors, une précédente étude sur l'offre collégiale, sur la présence des cégeps en région, disait qu'il y a un impact positif de la présence collégiale sur le taux de littératie. Donc, les régions ou les villes ou les MRC où est-ce qu'il n'y a pas de présence collégiale ou de centre d'études collégiales, le taux de littératie est aussi bas. Donc, pour celle de l'Abitibi, on voit aussi que Abitibi Ouest Abitibi Ouest ici, Abitibi, Lassar, il n'y a pas c'est un territoire qui ne possède pas d'offres collégiales, ce qui aussi impacte sur le taux de littératie dans la région. Donc, tous ces éléments, que ce soit la grande vulnérabilité, comment dirais-je, la pauvreté et le manque de compétences de base, ainsi que l'absence de l'offre collégiale et d'autres phénomènes contribuent beaucoup pour en fait une littératie plus basse que dans d'autres régions.
Donc, après ces données-là de la région puis de l'Abitibi, on va passer en fait à la manière dont les défis se manifestent dans la vie quotidienne de ces personnes qui éprouvent de difficultés de littératie. Donc, en fait, elles se manifestent d'une façon qui a un impact direct sur de nombreuses situations, que ce soit pour comprendre une ordonnance, comme vous le savez, ou encore un document officiel, lire une facture, signer un contrat, un bail, ou encore utiliser surtout les services publics, les plateformes numériques, sachant bien que ces derniers temps, tous les services sont offerts, sont accessibles par les plateformes numériques et le moyen le plus utilisé, malheureusement, ça pénalise les personnes qui ont moins de littératie pour qu'ils puissent accéder à ces services-là. Il y a aussi un autre aspect qui est beaucoup plus à l'interne, c'est que c'est aider les enfants dans l'accompagnement de leurs devoirs ou trouver un emploi, conserver son emploi aussi. Donc, il y a un impact beaucoup plus large sur les personnes au quotidien. Donc, il y a aussi des jugements qui sont portés sur eux. Donc, il y a la honte qui se manifeste chez ces gens-là, chez ces adultes qui ont beaucoup de littératie, une faible confiance en soi, puis des démarches complexes. En fait, c'est un ensemble de difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Au-delà des compétences elles-mêmes, on peut, ici, voilà. On peut vous présenter des pistes d'intervention auprès de ces gens, auprès des individus qui éprouvent des difficultés de lecture ou encore d'écriture, qui ont un niveau bas de littératie. On peut donc, soit c'est d'utiliser un langage clair pour pour les aider, aussi proposer des alternatives écrites référées à des ressources, comment prévenir au sein des familles, c'est encourager la lecture dès la petite enfance. Il y a un soutien parental aussi. Au sein des entreprises, il y a l'offre de formation de base, c'est ce qui est essentiel pour améliorer, rehausser les compétences des employés et maintenir aussi leur emploi. Et ça parle aussi de la compétitivité des entreprises. Donc, c'est des pistes qu'on peut appliquer pour rehausser le niveau de littératie, intervenir auprès de ces adultes qui éprouvent des difficultés de littératie. On peut vous présenter quelques services qui sont accessibles. C'est des services d'intervention pour orienter, guider les gens vers des ressources en formation, des ressources pour rehausser leurs compétences, augmenter leur employabilité notamment. Vous avez le service Info Alpha qui dessert tout le Québec. C'est un service qui accompagne, qui soutient les personnes qui ont des difficultés de littératie, qui veulent améliorer ou rehausser leurs compétences de base. Donc, c'est gratuit, c'est confidentiel, c'est à travers tout le Québec. Il dessert toutes les régions du Québec. Donc, les experts ici à la Fondation peuvent les référer vers les ressources qui conviennent beaucoup plus à leurs besoins. Vous avez aussi le service Info Apprendre, qui est un service qui fait aussi du référencement pour de la formation continue, donc pour toute personne qui souhaite retourner aux études, ou que ce soit pour la formation de base ou formation postsecondaire. La Fondation aussi a lancé une initiative qui s'appelle Enrichir. C'est une initiative qui est beaucoup plus destinée aux employeurs et aux employés, qui permettent de la sensibilisation, de l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie, et tout au long, en fait, au sein des organisations et des entreprises, pour que les employés puissent améliorer leurs compétences et aussi participer pleinement dans l'essor des organisations. Donc, voilà, c'était ma présentation. C'était rapide, mais c'était ça qui est prévu par le temps alloué à cette présentation. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Slimane. Peut-être, on peut répondre à une première question là, qu'il y avait Laurie, peut-être que ça pourra être précisé. J'imagine que c'était les données du PK, là, Laurie, qui voulait savoir si les études ou s'il existe d'autres études là, qui incluent les communautés anglophones du Québec et les Premières Nations. Fait qu'avant de passer comme à d'autres données, au moins, est-ce que tu peux répondre à ça, Slimane?
Oui, en fait, les données du Pékin ont aussi touché la population anglophone, puis les Premières Nations. Donc, les derniers Pékin a des données là-dessus. Pierre a fait une étude pour le dernier PK de 2024. Il pourrait aussi tout à l'heure ou maintenant donner plus d'informations là-dessus. Parfait, bien, merci beaucoup. Donc, c'est ce qui nous amène à vous présenter notre prochain invité qui est Pierre Langlois. Il possède 20 ans d'expérience en sciences économiques, titulaire d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Montréal. Il a aussi étudié l'économétrie au London School of Economics. Il œuvre comme consultant en économie appliquée, en développement économique et en gestion des enjeux depuis 2015. Donc, on est très privilégié de l'avoir avec nous, qui vient nous présenter les dernières données du Pékin. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'introduction. Alors, à mon tour de vous saluer et je vais également partager mon écran pour cette présentation qui est notre dernière étude, donc qui a été rendue publique à l'automne dernier. Comme le mentionnait Slimane dans sa présentation, les enjeux de littératie ont évidemment des sources qui sont multiples. Mais je vous dirais, s'il y a un moteur en matière explicatif pour la littératie, mais c'est bien évidemment la question de la réussite scolaire, du décrochage scolaire. Une donnée que j'aime bien rappeler en la matière, si on recule, parce qu'il y a un retard historique. Hein, pourquoi nos données en littératie sont moins reluisantes que dans les autres provinces? Mais il y a un retard historique au Québec et qui s'est comblé partiellement, évidemment, avec la Révolution tranquille, puis la commission parents à l'époque. Mais donc, la donnée que je veux rappeler, en 1965, il y avait un Québécois sur deux qui n'avait ni diplôme d'études secondaires, ni diplôme d'études primaires. Donc, 1965, ça fait quoi? Dépendamment d'où on se place dans l'échelle générationnelle, ça fait une génération ou deux générations. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça. Et on a tous dans nos familles, un mononcle ou une ma tante qui disent « Ah, moi, de l'école, j'ai ma 3e année, ma 5e année. » Donc, il y avait encore du décrochage scolaire primaire au Québec dans les années 60. Et ça, évidemment, ça a laissé des traces. Donc, la littératie, Slimane vous a exposé les différents échelons du PK. Comme je vous disais, l'un des moteurs, mais c'est la réussite scolaire, parce que quelqu'un qui n'a pas de diplôme d'études secondaires, dans 85% des cas, il va être sous le fameux niveau 3 en littératie. La bonne nouvelle, c'est que le 2/3 des gens qui sont sous le niveau 3, ils sont au niveau 2. Donc, ils ne sont pas tellement loin en arrière. Donc, c'est pour ça que si on arrive collectivement à améliorer nos taux de diplomation secondaire, nos taux de réussite aux évaluations en littératie dans le parcours secondaire, mais on améliorerait de façon tout de même considérable nos résultats en littératie. En petite donnée, auquel vous êtes probablement familier là, au niveau de la réussite scolaire. Donc, vous voyez le Québec au milieu du tableau là, en bleu pâle. J'attire votre attention évidemment sur l'écart filles-garçons. Donc, G pour garçon, F pour filles. Donc, vous avez les taux de diplomation dans les délais prévus. Et donc, c'est assez unique au Québec, cet écart entre les filles. Il y en a d'autres, il y en a des écarts dans les autres provinces, mais pas du même ordre que ce qu'on observe au Québec. Donc, 12 points de pourcentage pour la cohorte de mémoire de 2022, je pense, dans ce tableau, 2021-2022. Alors, 12 points d'écart. Évidemment, lorsqu'on prend les données sur des délais plus longs, donc qui incluent les efforts de raccrochage scolaire, donc là, l'écart se résorbe un peu de 6 points de pourcentage. L'écart se résorbe à 6 points de pourcentage, mais quand même, lorsqu'on compare avec les autres provinces, il y a un écart qui est quand même considérable. Et écart aussi qui est important sur les chiffres globaux de diplomation. Donc, vous voyez, dans les délais prévus, 76% des jeunes Québécois vont obtenir leur diplôme d'études secondaires, mais vous voyez, des provinces qui sont déjà à 90% et la plupart des provinces sont dans les 80%. 5 provinces, je vous dirais, font de la diplomation secondaire massive, c'est-à-dire qu'on va être à 95% lorsqu'on prend les délais plus longs. Donc, l'Ontario à 94, la Nouvelle-Écosse à 96, Terre-Neuve à 96%. Alors, c'est sûr qu'avec notre 86, on est quand même loin du compte lorsqu'on se compare aux autres provinces.
particularité. Il y avait une question sur les Premières Nations. Vous voyez, Manitoba est un peu dans les mêmes eaux que nous, mais il y a vraiment un phénomène de décrochage scolaire très important dans les prairies au niveau des Premières Nations et le poids démographique, évidemment, des Premières Nations dans les provinces des prairies est plus important qu'au Québec, si bien que c'est vraiment deux univers lorsqu'on regarde les données de diplomation entre allochtones et autochtones dans les prairies. Donc, un portrait qui est inquiétant, je vous dirais, en matière de diplomation secondaire. Et gardons à l'esprit que cette diplomation secondaire dans les autres provinces se fait avec 12 ans. Hein. Il y a un secondaire 6, donc il y a une 12e année de formation générale, chose qu'on n'a pas au Québec. Donc, non seulement on diplôme davantage dans les autres provinces, mais on diplôme avec une année de plus en formation générale, ce qui est aussi impactant en matière de littératie. Dans les autres évaluations internationales, il y a évidemment le PISA. Et donc là, c'est un peu contradictoire. Le PISA, au chapitre du Québec, au chapitre du PISA, pardon, le Québec fait quand même bonne figure avec un résultat de 81 sous le niveau 2. Et donc là, ça peut être contre-intuitif, c'est-à-dire comment le Québec peut faire bien au niveau du PISA, mais avoir des données moins reluisantes au niveau de la diplomation secondaire. Deux hypothèses qui sont soulevées par les observateurs de cette évaluation. C'est soit que le PISA prend trop d'élèves issus du privé dans son échantillonnage, première hypothèse, ou encore, et je pense qu'il y a peut-être du vrai dans les deux hypothèses. Donc, deuxième hypothèse, c'est que le PISA, il est testé à 14-15 ans, donc au début du deuxième cycle du secondaire, et on voit au Québec que les difficultés scolaires, du moins de diplomation, vont vraiment se concrétiser avec le deuxième cycle du secondaire. Alors, je vous disais déjà qu'il y a une 12e année de formation générale dans les autres provinces, partout ailleurs dans l'Amérique du Nord. Ici, on a 11 années. Donc, est-ce que notre deuxième cycle du secondaire, est-ce que la pente est trop abrupte, notamment pour nos élèves, puis on parlera des élèves EHDA là, qui éprouvent certaines difficultés d'apprentissage? Moi, je pense qu'il y a quelque chose à creuser à la lumière de cette contradiction entre le PISA et la diplomation. Le PK, bon, Stéphane en a parlé, le Québec, 8e province, ce sont les données brutes. Donc, on est évidemment derrière la moyenne canadienne, derrière la province leader qui est la Colombie-Britannique. Et je vous amène à ce tableau qui est un peu moins clair, mais qui sont les données de réussite aux évaluations de littératie. Alors déjà, premier élément de différenciation entre le Québec et les autres provinces, on va venir tester. Bon, il y a des évaluations de littératie qui vont se faire en dépistage dans les années primaires, puis au début du secondaire. Mais règle générale, l'évaluation obligatoire en littératie, c'est le fameux examen de secondaire 5, qui est l'examen hybride de lecture et écriture, avec un taux de réussite. Vous voyez, le Québec, là, c'est le bleu pâle. En 2024, soit près de 71 %, donc 30 % des élèves qui vont échouer cet examen dans le réseau francophone. Et déjà je vous dirais, un écart considérable avec le réseau anglophone. Ce n'est pas tout à fait le même examen, mais on voit déjà un écart qui est important entre francophones et anglophones. Donc, il arrive cet examen en secondaire 5, donc en sanction des études, alors qu'ailleurs, dans le réseau canadien-anglais, dans les autres provinces, on va voir que cet examen est plus je vous dirais, en phase de diagnostic. Donc, il va souvent être administré en 9e année, 10e année, secondaire 3, secondaire 4, dans une perspective de 12 ans. Et l'élève qui échoue, donc, va avoir 3 à 2 ans pour se reprendre, pour réussir cet examen. Alors, prenons le cas de l'Ontario, qui est la ligne juste en haut du Québec. Donc, l'examen en littératie arrive en 9e année. Il est obligatoire, donc l'élève doit le réussir. Mais s'il échoue, c'est pas à la fin de son parcours. Donc, il a 3 ans pour se reprendre. Et regardez les résultats dans le réseau francophone de l'Ontario, on est à 90 %. Donc, il y a quand même quelque chose qui est différent, je vous dirais, dans l'approche où on vient tester la littératie dans les autres provinces versus le Québec. Donc, cette notion de diagnostic versus sanction des études. Je passe très vite, ça, ce sont les données brutes de diplomation. Donc, on a vu le tableau initial où on avait les données colligées par Statistique Canada. Juste quelques mots pour vous dire qu'il y a quand même des différences importantes
au Québec par centre de services scolaires. Donc, il y a des centres de services scolaires qui vont avoir des résultats qui sont, je vous dirais, plus alignés avec les objectifs de réussite scolaire du ministère. On prend souvent l'exemple Marguerite Bourgeois à Montréal parce qu'il est dans un milieu urbain avec évidemment des difficultés socio-économiques importantes, mais qui arrive quand même à afficher des taux de diplomation de tout près de 90%. Et vous avez évidemment cette fameuse différence entre le privé et les publics, mais également de façon importante le taux de réussite dans les commissions scolaires, les centres de services scolaires anglophones au Québec, qui est de plus de 90%. Alors, ce sont des données brutes aussi qu'il faut, je pense, avoir en tête lorsqu'on compare les différentes provinces. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer ces différents résultats en matière de diplomation secondaire? Mais il y en a un certain nombre, mais on va, en allant de blocs régionaux en blocs régionaux au pays, vraiment se concentrer sur les 3 derniers, je vous dirais. J'ai passé l'évaluation provinciale en littératie, mais sur les parcours en petite enfance, le dépistage et l'inclusion de la littératie dans les filières de formation provinciale. En Colombie-Britannique, je vous dirais au niveau des différences plus importantes au niveau de l'accompagnement de la littératie dans le parcours scolaire, quelques éléments. D'une part, je veux juste vous présenter une donnée là, sur la Colombie-Britannique. Regardez là, au deuxième picot, le taux de diplomation dans le réseau francophone en Colombie-Britannique. C'est sûr que c'est un plus petit réseau. On parle de quelques centaines d'étudiants, mais quand même, il est de 100%. Donc, 100% de diplomation chez les francophones et 98% des classes en animation. Celui dans les classes en animation ne me surprend moins parce que c'est pratiquement des programmes enrichis, là, mais de 100% chez les francophones, il y a quelque chose quand même qui est fascinant dans cette province. L'un des éléments de différenciation importants entre les provinces va être toute la notion d'inclusion des élèves qu'on appelle au Québec EHDA, mais qui ont des étiquettes différentes dans les autres provinces. Par exemple, en Colombie-Britannique, on parle davantage des élèves de diverse abilities, donc qui ont des habiletés diverses. Donc déjà, c'est une étiquette qui est un peu plus positive que la fameuse étiquette EHDA. On va, dans la plupart des provinces du Canada, limiter, je vous dirais, l'utilisation de la classe adaptée. Donc, on va vraiment s'assurer d'une mixité sociale, d'une mixité des élèves dans les classes dites irrégulières. C'est sûr que le fameux réseau à 3 vitesses n'est pas présent, du moins dans la même concentration qu'on a au Québec dans les autres provinces. Donc, on a davantage un parcours régulier qui est mixte, qui est varié et qui permet aux écoles d'inclure davantage d'élèves en difficulté dans les classes régulières et d'amener évidemment des ressources spécialisées, notamment des aides à la classe dans ces classes. Ce qui fait en sorte que le taux de diplomation de ces élèves issus de la neurodiversité, donc des diverse abilities, nos EHDAA au Québec, il est de 78% en Colombie-Britannique. Alors, c'est le même niveau. Là, on se rappelle la première diapo au niveau des données de diplomation. On diplôme autant d'élèves à besoins particuliers en Colombie-Britannique que d'élèves règle générale au Québec. Alors, c'est un écart qui est c'est plus que phénoménal. Là. On est vraiment dans 2 mondes différents au niveau de la réussite scolaire dans les élèves qui sont en difficulté dans les autres provinces versus le Québec. Autre élément de différenciation, ça va être l'inclusion de la littératie, notamment dans les filières de formation professionnelle. Donc, l'équivalent, par exemple, d'Emploi Québec en Colombie-Britannique s'appelle Work BC. Donc, quelqu'un qui arrive en requalification professionnelle, qui a besoin d'un rehaussement ou d'un appui dans sa maîtrise de la littératie, mais il y aura des modules de littératie qui vont être offerts. Il y a un programme là, je dirais, d'habileté de base qui a été lancé en Colombie-Britannique et dont la littératie est partie prenante. Et même chose dans le réseau collégial technique, donc l'équivalent de leur centre de formation professionnelle. Il y a de l'accompagnement qui se fait en littératie versus au Québec où souvent, par exemple, le jeune qui va prendre je vous dirais, je parlerai du Québec de façon plus particulière tantôt, mais le jeune qui va prendre le choix des études professionnelles à partir de 16 ans parce qu'il est en difficulté scolaire dans le cursus régulier, mais souvent, il va arriver au stade professionnel et il ne sera pas accompagné en littératie. Alors ça, c'est vraiment
une différence importante entre les provinces et le Québec. Quelques mots sur l'Alberta, où, disons, règle générale, ça ressemble pas mal à ce que je viens de vous exprimer pour la Colombie-Britannique, mais j'attire votre attention sur, d'une part, le réseau de la petite enfance. Et ça, il y a des différences majeures, je vous dirais, entre les provinces. C'est sûr qu'au Québec, on a notre fameux réseau des CPE, garderies privées, garderies en milieu familial. C'est moins articulé dans les autres provinces. Par exemple, en Alberta, le réseau francophone, il y a un réseau qui a été établi, mais qui va vraiment s'allier au milieu communautaire, je vous dirais. Évidemment, à travers ce réseau-là, il y aura du dépistage qui va être fait. Mais l'Alberta a lancé de façon, je vous dirais, spectaculaire dans la dernière année, un vaste, et c'est peut-être celui qui est le plus avancé au pays, un vaste chantier de dépistage au niveau de la littératie et de la numératie qui touche, oui, la petite enfance, mais également première à troisième année, quatrième à cinquième année. Bon, il y a des stades de lancement là, que vous avez dans la présentation, mais c'est probablement la province qui a investi le plus là, en dépistage dans les dernières années. Et même chose que la Colombie-Britannique, donc de l'apprentissage en littératie dans le milieu professionnel, à la différence où on va faire appel au milieu communautaire. Alors ça, c'est intéressant, notamment pour des organisations comme la vôtre, c'est-à-dire qu'on va, en Alberta, faire appel aux organismes communautaires en alphabétisation pour aller enseigner, accompagner les ressources d'enseignement dans le domaine du collégial professionnel, donc leur centre de formation professionnelle, mais également au Alberta Works, qui est l'Emploi Québec de l'Alberta. J'ai parlé d'entrée de jeu dans les prairies, qu'évidemment, c'est l'enjeu de la diplomation autochtone. Donc, vous voyez les chiffres, là, on est dans des chiffres de moins de 60% de diplomation secondaire chez les Autochtones et Métis en Saskatchewan et Manitoba. Donc, ça vient évidemment impacter de façon importante leurs résultats en littératie. Mais au niveau de la structure de l'accompagnement, ça ressemble à l'Alberta et à la Colombie-Britannique. Arrive l'Ontario, qui, elle, a connu une réforme majeure. L'Ontario est souvent, puis c'est moins connu au Québec, là, mais à l'international, est souvent cité comme étant le modèle d'éducation publique le plus performant au monde, ou du moins l'un des modèles à suivre je vous dirais, dans les médias spécialisés en éducation. Et tout ça vient de la grande réforme du gouvernement de Dalton McGuinty début années 2000, où on a fait du succès scolaire vraiment une priorité pour la province, avec un bond pratiquement de 20 points de pourcentage sur la diplomation. Alors, chaque école, par exemple, en Ontario, doit avoir une équipe dédiée à la réussite scolaire. On a formé des enseignants l'été par le Collège des enseignants en Ontario. On a réduit le nombre puis on en parlera pour le Québec, là, le nombre d'évaluations ministérielles pour donner davantage d'autonomie aux enseignants dans les différentes écoles. Et j'attire votre attention sur la prématernelle. S'il y a un trait de différence majeur entre l'Ontario et particulièrement le Québec, c'est le recours à la prématernelle, qui n'est pas obligatoire en Ontario, mais qui est utilisé à hauteur de 90 à 95% par les cohortes qui peuvent se qualifier. Donc, c'est tout près de 124 000 enfants qui ont accès à la prématernelle année après année. Alors ça, c'est, puis évidemment, en matière d'enseignement de la prélecture, ça fait une différence qui est indéniable. Je vous ai parlé tantôt de l'inclusion, donc même chose du côté ontarien où les élèves EHDA vont être davantage intégrés au cursus régulier. Et je vous dirais également qu'on va venir davantage personnaliser les programmes secondaires en Ontario. Par exemple, je suis tombé sur un article l'année dernière, on avait inclus comme cours crédité dans le parcours secondaire de 12 ans dans une école à Toronto, des cours de carrosserie, par exemple. Donc, alors, évidemment, ça existe au Québec, mais dans la filière professionnelle. Donc là, il faut se replonger dans la séquence, c'est-à-dire que l'élève peut déjà toucher à des cours crédités dans son cursus général qui va faire en sorte que son parcours va être davantage personnalisé.
Alors ça, c'est une différence qui est assez importante où, évidemment, je dirais le cursus régulier au Québec est peut-être un peu plus immuable versus ce qu'on observe en Ontario. Au Québec, alors je vous ai parlé de la commission parents tantôt sur cette fameuse donnée d'un Québécois sur 2 qui n'avait pas de diplôme ni secondaire ni primaire. Faut savoir qu'on part d'un réseau public, disons un réseau scolaire qui était élitiste au Québec. C'est le fameux le réseau des séminaires, des écoles religieuses. Et donc, ça laissait une trace au niveau de la propension à avoir un modèle un peu plus élitiste. Et le directeur de l'Observatoire de l'éducation, nouvel organisme qui a été créé au ministère, abondait dans le même sens lorsque j'en discutais avec lui. Nos normes sont plus élevées. Notre parcours, donc, règle générale, on peut dire qu'il est un peu plus difficile au niveau secondaire que les autres provinces. Par exemple, la note de passage est de 60 % alors que partout ailleurs en Amérique du Nord, on est à 50 %, ce qui fait en sorte que notre taux d'échec scolaire, ben oui, il est plus faible et surtout qu'on a 11 années versus 12 ailleurs dans les autres juridictions. Différence au niveau de la petite enfance, c'est sûr qu'on a notre fameux modèle des CPE, mais le fait qu'il ne soit pas complet, qu'il vit de façon parallèle avec un réseau privé, avec un réseau en milieu familial, oui, le programme est le même, mais la livraison du programme va être différente, si bien qu'en prélecture, dépendamment où l'élève a passé, mais il y aura évidemment des différences qui seront importantes en matière d'acquisition de la prélecture. Je veux dire quelques mots sur les examens ministériels, qui est un autre trait québécois. Dans les autres provinces, en général, vous avez vu les examens en littératie. On peut avoir un examen en numératie, donc mathématiques, le secondaire 3, secondaire 4. Mais tout ce qui est examen ministériel en histoire, en géographie, en sciences même, c'est du domaine de l'école. Donc, il n'y a pas cette double évaluation dans le cursus où on va venir tester par des examens du ministère des matières très spécifiques. On va se concentrer sur la littératie et la numératie. Alors, ça vient, ça aussi, évidemment, alléger le parcours scolaire. L'inclusion, j'en ai parlé beaucoup. Alors, évidemment, au Québec, avec près de 30 % d'élèves EHDA dans le réseau public, ben, ça fait en sorte, vous le savez, là, dans ce fameux modèle à 3 vitesses, où on a une concentration d'élèves avec des troubles d'apprentissage dans la fameuse 3e vitesse. 3e vitesse, là, maintenant, moi, j'aime bien utiliser le sobriquet, les élèves qui sont dans rien. Dans la première vitesse, le privé. 2e vitesse, les programmes particuliers, sport-études, sport, arts ou sciences dans le public. Mais reste maintenant le régulier où les élèves eux-mêmes se disent qu'ils sont dans rien. Et donc, on a une concentration d'élèves dans ce parcours-là qui fait en sorte que, vous le savez, pour le personnel enseignant qui s'y retrouve, ça devient évidemment très difficile de gérer ces classes-là. Et en formation professionnelle, alors là, c'est vraiment des différences importantes entre le Québec et les autres provinces où on a des élèves. Et c'est souvent des élèves qui sont en situation d'échec qui vont choisir de joindre le professionnel à partir de 16 ans. C'est très bien parce qu'on ne veut pas les perdre, mais qui arrivent donc au DEP parce qu'il y a une porte qui s'ouvre en secondaire 4 à 16 ans, mais qui sont en situation d'échec, par exemple, en français depuis secondaire 2. Donc, ils arrivent avec un niveau de français secondaire 2, vont faire le DEP, vont devenir d'excellents ouvriers et d'excellents travailleurs dans le domaine qu'ils vont choisir, mais avec un niveau de littératie, évidemment, très, très faible, ce qui fait en sorte qu'ils auront des difficultés toute leur vie adulte en matière de compréhension de la littératie et même en matière de requalification professionnelle s'ils doivent se requalifier parce que, par exemple, l'usine a fermé, d'une nouvelle perspective d'emploi. Bien évidemment, c'est quand on a un niveau de littératie de secondaire 2 et qu'on retourne sur les bancs d'école, ça devient compliqué. Alors que dans les autres provinces, bien, on termine le secondaire 6, la 12e année, et ensuite, on va s'inscrire en milieu professionnel. La séquence est beaucoup mieux établie qu'au Québec. Quelques pistes de réflexion devant tout ça. Non, ce n'est pas des recommandations, mais je vous dirais, c'est des réflexions qu'on amène sur la place publique en lien avec ces données, en lien avec un objectif commun de rehausser nos taux de diplomation au secondaire. Mais on pense qu'il faut peut-être s'inspirer de l'Ontario et avoir je dirais, des cibles de diplomation secondaire qui sont
plus importante que celle que nous avons en ce moment, notamment d'établir des normes de diplomation de l'ordre de 90 à 95 %, comme on voit en Ontario et dans certaines autres provinces. Pour y arriver, il y a un outil, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick se sont dotés d'un âge obligatoire de fréquentation scolaire jusqu'à 18 ans. Alors évidemment, ça force les élèves à demeurer plus longtemps sur les bancs d'école, à choisir des programmes qui sont peut-être plus alignés avec leurs aspirations que d'aller tester le marché du travail à partir de 16 ans. Toute la question de l'évaluation de la littératie, j'en ai parlé sur le modèle québécois où on teste en secondaire 5. Il y a peut-être lieu de ramener cette évaluation plus tôt dans le cursus pour aider les élèves qui se retrouvent en situation d'échec en littératie pour éviter évidemment que tout ça se matérialise en fin de parcours et qu'on puisse les accompagner dès le début du deuxième cycle d'études secondaires. J'ai parlé de la séquence, donc que le diplôme d'études secondaires soit préalable aux études professionnelles pour s'assurer que les élèves y arrivent avec des habiletés de base qui sont solides. Le parcours en prématernelle et en petite enfance, ce qu'on entend, par exemple, notamment à Montréal, il y a de la petite enfance où l'offre va être faite dans une autre langue que le français que le français ou l'anglais, ce qui fait que chez certaines communautés ethnoculturelles, mais l'élève va arriver en maternelle avec un retard en prélecture en français ou en anglais. Donc, ça peut causer évidemment certains problèmes. Donc, il y a certains efforts d'uniformisation à faire à cet égard-là. S'inspirer des meilleures pratiques en inclusion, ça je pense que si on voulait faire des gains rapides en matière de diplomation, c'est le fameux 30 % d'élèves EHDA qu'on a dans le réseau public sur comment on peut mieux les répartir, notamment avec le privé, qui est le deuxième point. Il y a des collèges privés, je pense au collège Charlemagne sur la Rive-Sud de Montréal, où on a inclus dans la population étudiante jusqu'à 50 % d'élèves EHDA, donc preuve que ça fonctionne. Mais évidemment, beaucoup d'établissements privés au Québec vont prendre un minimum d'élèves EHDA et même certains programmes de la deuxième vitesse, donc des programmes particuliers dans le réseau public, vont limiter l'accès à ces programmes aux élèves EHDA. Et donc, on a un enjeu manifeste de mixité de ces élèves, de la neurodiversité dans le réseau public, notamment dans cette fameuse troisième vitesse. Le troisième point est intéressant. Évidemment, si on augmente notre taux de diplomation secondaire, ça veut dire que c'est des élèves plus faibles qui vont être en position de réussite. Et on le voit déjà, ces élèves-là, les élèves qui ont moins de 70 % de moyenne générale, vont quand même aller s'essayer, je dirais entre guillemets, au cégep. Et on voit depuis des années, parce que le taux de diplomation secondaire au Québec, il est en progression. On ne fait pas du surplace, on a progressé dans les derniers 20 ans, ce qui fait qu'il y a davantage d'élèves qui fréquentent le collégial. Mais vous le savez, lorsqu'on arrive au collégial puis qu'on a des notions en littératie qui sont plus faibles, mais il y a des cours qu'on appelle des cours écueils. Donc, des cours où le taux d'échec va être très élevé. Philosophie, littérature. Ceux qui ont des enjeux de numératie, évidemment, ça va se répercuter dans les cours de calcul différentiel, par exemple. Si bien que le taux d'échec au collégial, il est en forte progression. Et donc, ce qu'on dit, notamment pour les élèves qui sont en bas d'une moyenne générale de 70 % et en lien avec cette fameuse 12e année de formation générale qu'on voit dans les autres provinces, pour les élèves qui sont en bas de 70 %, il y a peut-être une réflexion à avoir sur comment on pourrait leur donner une année supplémentaire en formation aux adultes dans une perspective de scolarité propédeutique, donc d'année préparatoire, si vous voulez, au cégep, pour qu'ils arrivent avec des fondations plus solides face à la formation collégiale. Et ça se fait déjà, un élève qui arrive au cégep et qui a des difficultés en français, on n'ira pas le mettre tout de suite dans un cours de littérature. Il y a une espèce de mise à niveau en grammaire, mais ça se fait au niveau collégial. Donc, peut-être qu'une 12e année pour une certaine strate de population générale qui veulent continuer au niveau collégial pourrait être intéressant pour réduire le taux d'échec
au cégep. Et finalement, mais ça, j'en ai parlé abondamment, évidemment, il y a probablement lieu d'ajouter de la formation littératie au niveau des centres de formation professionnelle, donc des métiers. Évidemment, une formation littératie adaptée. Alors, ça peut être de la rédaction technique, de l'aide à la lecture en milieu de travail et également dans le réseau d'Emploi Québec. Alors, ce sont évidemment, les deux grandes filières de formation professionnelle au Québec et contrairement à ce qui se passe dans les autres provinces, nous n'avons pas d'accompagnement en littératie. Et ça peut se faire probablement aussi en réseau, en collaboration avec le réseau d'alphabétisation, parce qu'on a des enseignants en littératie, ça ne court pas les rues, mais on a des ressources dans le milieu communautaire qui pourraient certainement développer des partenariats avec le milieu professionnel de la formation professionnelle au Québec et faire des gains en matière de littératie au Québec. Alors, je m'arrête là. Mais c'est un peu le fruit de cette analyse comparative entre le Québec et les autres provinces qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Slimane. Ce sera la période des questions. Donc, j'imagine que Marc-Claude, tu vas me faire signe quand tu vas pouvoir débloquer les micros. Vous pouvez autant aller dans le Q et R pour questions et réponses, si vous voulez que je pose la question à votre place. Mais sinon, ce serait de lever la main, puis on pourra débloquer les micros pour que vous puissiez poser soit une question de compréhension, partager une réflexion, une inquiétude, partager vos réactions. C'est sûr que nous, ça nous aide aussi à savoir qu'est-ce qui vous interpelle. Donc, je vous laisse un premier bout de parole, puis si personne prend la parole, ben, j'ai d'autres questions pour pousser plus loin. Alors, les gens pourront activer leur micro là, quand ça sera leur tour de parole. Moi, je lancerai le bal avec une première question. Là, vous nous avez présenté. C'est sûr qu'en Abitibi, Témiscamingue, comparativement au Québec, là, j'aime utiliser l'expression de ma grand-mère qu'on traîne le lunch. Là. On traîne le lunch dans plusieurs choses, le taux de diplomation, le taux de littératie. Mais j'aimerais peut-être que vous puissiez nous donner un petit peu plus de détails sur c'est qui ces gens-là, parce qu'on a souvent tendance à penser que les gens qui ont un faible taux de littératie, là, c'est des personnes âgées qui ont justement quitté l'école tôt. Donc, si vous pourriez peut-être nous mettre en contexte là, de qui sont ces gens, j'aimerais ça. Vous avez raison. C'est-à-dire que historiquement, puis même encore aujourd'hui, dans les données qu'on a au niveau du PK, il y a un clash générationnel. Donc, on va avoir davantage de gens âgés qui ont des enjeux de littératie. Parce que oui, la scolarité était plus faible à l'époque, mais aussi qu'il y a un phénomène qui est moins bien documenté, où on perd de nos compétences en littératie avec l'âge. Donc, quelqu'un qui était en bon français borderline là, à 25 ans, ça se peut qu'il se retrouve en situation d'enjeu de littératie plus tard dans sa vie adulte. Et l'autre élément, c'est des élèves. Je vous dirais que là où on a des gains à faire en littératie, oui, nos décrocheurs scolaires, mais particulièrement nos élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Et ça, le lien, il est moins bien documenté par le ministère de l'Éducation. On sait qu'on a un phénomène de décrochage scolaire, mais quelle proportion des élèves EHDA sont des décrocheurs? Et ça, c'est une donnée qui n'est pas publiée, probablement que le ministère a, mais moi j'ai l'impression que c'est un pourcentage qui est excessivement élevé d'élèves qui sont en situation de troubles d'apprentissage. Et ça, c'est une grande famille hein, dans les EHDA. Vous avez des troubles dysorthographie, dyslexie, dyspraxie. Ensuite, il y a tous les troubles de comportement, les troubles anxieux, le spectre. Alors, il y a une famille de conditions qui ont des enjeux sur la capacité d'un individu à apprendre, qu'on se retrouve dans cette grande catégorie de HDAA et probablement, puis je dirais que la grande concentration des jeunes qui ont des enjeux de littératie, qui vont devenir des adultes avec des enjeux de littératie, se retrouvent dans ce bloc-là. Et la meilleure vitrine, moi, je trouve, pour les voir, pour les identifier, mais ça demeure encore les réseaux sociaux. Hein. Lorsque les gens commentent ou partagent des articles, ça nous saute au visage, la manière, évidemment, qu'ils écrivent, mais la compréhension du texte, le partage de mauvaises informations. Alors, ça a évidemment des impacts, les réseaux sociaux sont vitrines, mais des impacts démocratiques qui sont importants. Si vous me permettez, j'ajouterai encore une donnée du dernier PK qu'au Québec, le niveau de littératie selon l'âge. En fait, les personnes de moins de 24 ans il y a 47% qui n'atteignaient pas le niveau 3
dont presque 50% sont des hommes. Donc, ça en dit long sur cette idée qu'on dit que les personnes âgées qui sont seulement touchées par la problématique de la faible littératie. Rappelle-nous, Slimane, je crois que c'était un des liens qui était dans une des diapos, là. On avait eu cette discussion-là. Donc, si les gens veulent aller avoir cette information-là, je pense que tu l'avais mis, hein? Oui, je pourrais vous envoyer un courriel par rapport à cette donnée, mais il n'y a pas de souci. Parfait. Donc, je rappelle, là, à ce moment-ci, s'il y en a qui justement disent, là, on va tout vous envoyer par courriel, ça va être l'enregistrement. On va aussi vous envoyer les présentations avec les liens vers les différentes études et données. J'ai vu plein de mains se lever, se rebaisser. Marc-Claude, est-ce que tu voulais y aller avant que je laisse la place à Geneviève ou tu as changé d'idée? Non, c'est parce que je vois que les gens ont de l'engouement. Moi, j'ai toujours des questions. Je suis une enquêteuse dans la vie. Mais dans le fond, ce que je voulais juste dire aussi, c'est que le PK, si je ne me trompe pas, c'est l'examen, le test est passé des 15 à 65 ans. Il n'y a pas de gens de 90 ans et plus, là. Fait que personne âgée, à mon âge presque vénérable, c'est relatif. Quand on parle de personnes âgées dans le PK, c'est jusqu'à 65 ans. C'est la petite nuance que je voulais faire. Oui, exact. Les gens en âge de travailler. Selon leurs chiffres à eux, évidemment, là. Donc, voilà. Geneviève, je te laisse poser ta question ou mettre un commentaire, réagir. En fait, on voit que les provinces qui ont mis en place des systèmes ou des politiques publiques favorables au réseau scolaire ont eu des bons résultats. Est-ce qu'on a des exemples plus locaux? Parce que là, nous, on peut pas, oui, on peut influencer notre gouvernement, notre ministère de l'Éducation, mais on s'entend que demain matin, on n'a pas ça en place au Québec. Est-ce qu'il y a des exemples de plus régionaux ou centres de services scolaires qui ont fait des virages et qui ont eu vraiment un impact et desquels on pourrait s'inspirer? La réponse est oui, parce qu'il y a une asymétrie dans les chiffres de diplomation secondaire entre centres de services scolaires. Donc, la preuve, elle existe, hein? C'est-à-dire que des centres de services scolaires qui réussissent mieux que d'autres pour des populations avec des facteurs socio-économiques similaires. Alors, j'ai parlé de Marguerite Bourgeois, où on a vraiment une approche où on a ciblé, par exemple, la diplomation secondaire chez les garçons. Le centre de service que je pense que j'ai vu dans l'actualité de Deschênes récemment, là, qui a ouvert davantage ses programmes particuliers à l'ensemble des élèves. Donc, évidemment, ces programmes particuliers, lorsqu'ils sont ouverts de façon générale, mais ça devient aussi un ciment pour tenir les élèves à l'école et donc améliorer la persévérance scolaire. Dans un milieu comme, je dirais, plus industriel, ressources naturelles comme l'Abitibi, j'aurais tendance à vous donner un peu le modèle puis qui n'est pas parfait, là, mais qu'on a pu observer à Saint-Georges-de-Beauce où ils avaient un enjeu au niveau de la diplomation des garçons, c'est-à-dire que le garçon qui arrivait on était en situation de plein emploi, salaire très intéressant dès 16, 17, 18 ans, notamment pour les garçons dans les parcs industriels de la Beauce. Et donc, le milieu scolaire perdait des garçons qui préféraient aller travailler à 45, 50, même 60 000 en entrée de carrière que de finir le diplôme d'études secondaires ou le diplôme d'études professionnelles. Il y a eu une espèce d'entente entre le milieu, entre le centre de service scolaire et les employeurs de Saint-Georges-de-Beauce pour dire laissez-les graduer, puis on signe une espèce d'entente sociale où vous allez venir à l'école, les recruter, mais vous allez leur laisser l'opportunité de terminer leurs études secondaires. Donc tout ça pour dire que je dirais la collaboration avec le milieu, et plus le milieu est tricoté, serré, et plus les intervenants sont pluriels, ça aussi, ça peut donner des résultats. Et c'est ce qu'on voit dans le milieu anglophone, hein? C'est-à-dire que le milieu anglophone soit plus gravite de façon plus serrée autour de l'école, ce qui fait en sorte que je dirais qu'il y a un meilleur ciment collectif autour de l'école, donc ça favorise la réussite scolaire. Et c'est la même chose chez les francophones en Ontario. Hein, ils sont dans une perspective évidemment, préserver puis de préserver la langue française. Et donc, il y a là aussi une espèce d'appropriation du milieu scolaire par
par le cercle civil de la collectivité et ça fait en sorte que ça donne, je dirais, un air d'aller au milieu scolaire pour favoriser la réussite scolaire. Donc, la prise en charge par le milieu, l'espèce de terminer le travail en silo, de briser les silos, ça peut donner des résultats. Merci. Merci. Puis je me permets, avant de passer la parole à d'autres, là, parce que j'avais fait une petite tournée en région là, pour voir des bonnes pratiques. Puis j'ai vu des programmes concomitants qui permettaient justement que les jeunes terminent leur secondaire tout en commençant une formation aux professionnels. Donc, ça donnait une chance de dire, par exemple, j'ai peut-être pas le bon nombre d'heures, mais par exemple, 2 jours semaine, que c'est des cours mathématiques, français, les cours de base là, au secondaire. Puis exemple, 3 jours semaine où là, la personne peut être soit en secrétariat, soit en mécanique. Fait que ça, c'est des exemples là, au centre de service scolaire Arcana. Je sais qu'il y a eu des programmes comme ça, concentration métier, donc on donne la chance. Fait qu'il y a quand même des trucs en région qui ne sont pas nécessairement faits partout pour toutes sortes de raisons, j'imagine. Là. Mais si c'est le genre d'initiative qui intéresse les gens, je peux m'informer davantage et tout là, sur ce qui se fait encore et qui peut être prometteur. Donc, je me permettais ce petit ajout. Erwan. Oui, bonjour. Je me posais la question à savoir si... Erwan, peut-être que je suis la seule. J'entends pas bien ta voix. Non, c'est là, ça. c'est mieux. Moi, j'entends vraiment pas grand-chose. Je vais l'écrire. Ah, ben d'accord, merci. Donc, Si vous me permettez, je pourrais ajouter aussi quelque chose à oui, la concomitance. Oui, il y a oui, la oui. concomitance qui se fait aussi en région, mais aussi il y a les passerelles qui sont intéressantes, qui vont aller chercher l'intérêt des élèves pour qu'ils puissent s'intégrer en fait dans un programme passerelle qui permettrait d'avoir un DES, DEP à la fois et aussi faire la possibilité de faire un DEC réduit. Il y a les tremplins DEC aussi dans les cégeps qui sont une façon de se préparer pour un DEC régulier en complétant certains préalables secondaires, en explorant des programmes aussi. Il pourrait facilement aussi intégrer de la formation en littératie, numératie pour les personnes qui n'ont pas une bonne note, comme l'avait mentionné tout à l'heure Pierre, de moins de 70%. Il y a certaines options qu'on pourrait quand même mettre en place. Super, merci beaucoup, Slimane. Pendant que Erwan écrit sa question, on a Hélène qui avait une question aussi, la main levée. Oui, bonjour, Hélène Pio, je suis directrice des travaux publics à la ville de Rouyn-Noranda. Écoutez, je ne savais pas trop c'était quoi cette rencontre-là, mais moi, j'aurais peut-être une question ou une observation. Tu sais, toute la notion des compétences, moi, là, j'ai une main-d'œuvre qui peut être très ouvrière, un petit peu très garçon aussi. Mais je trouvais intéressant, actuellement, on a souvent tendance à niveler par le bas. Tu sais, par exemple, on peut avoir quelqu'un qui a fait son secondaire 5 ou son secondaire 4, par exemple, ça fait longtemps, il est rentré dans la machine. Puis dans nos organisations, souvent, on a peut-être tendance, tu sais, les procédures de plus en plus à enlever l'écriture. Je dirais, c'est peut-être une observation ou un peu une piste de solution, dire à un moment donné, oui, cet équilibre-là, justement, tu sais, dans nos procédures où on commence à en mettre, mais là, c'est trop, il faut baisser. Tout cet équilibre-là qu'on doit, comme employeur avec lequel on doit faire face, je vous dirais, c'est pas toujours facile. Je vous donne l'exemple. Ben écoute, tu sais, moi, je me suis fait dire par des gens, ben dis, Hélène, cette personne-là, elle serait bonne, mais elle sait pas lire. Ouais, ben, elle est dans un camion, oui, mais somme toute, elle doit lire des plans, elle doit être capable de s'en aller sur telle rue, elle doit être capable de lire, par exemple, bon, on s'en va à telle intersection. Ça nous amène vraiment dans cette dynamique-là où justement, cette littératie, je trouve qu'on a facilité beaucoup. Tu sais, on va de plus en plus vers le bas, à un moment donné, jusqu'où la limite va être. En tout cas, moi, là, du point de vue, c'est vraiment dans notre quotidien, parce que probablement que les gens avaient leur secondaire 5, mais comment qu'on fait pour maintenir à travers le temps, tu sais, je ne suis pas pour leur dire de lire le soir, là. Tu sais, vous comprenez cette notion-là au niveau des travailleurs, fait que, ben, tu sais, comme employeur, nous, on a du travail à faire, justement, parce moi, je me rends compte qu'on a tendance, justement, les PowerPoint, de plus en plus, sont assis, les gens regardent, mais on laisse moins de temps à la lecture à nos travailleurs. Fait qu'au fil du temps, on prend pour acquis que tout le monde sait lire, mais on a fait un sondage, l'autre fois, un sondage organisationnel, puis je vous dirais, là, mon taux de réponse n'était pas très grand parce que les gens devaient lire puis placer en ordre.
ben, les gens ont quitté le sondage. Ben honnêtement, là, puis c'est pas parce que c'est que ça devenait compliqué, il fallait que tu lises, t'interprètes, de mettre de 1 à 10 et tout ça. Tu sais, de 1 à 3, somme toute, c'est simple. Mais je vous dirais, en tout cas, si c'est l'observation, je peux vous dire, c'est que on se bat un peu contre une machine, hein, tu sais, tout le monde va aller vite. Vous aviez raison, là, on m'a dit la diplomation des garçons, on rentre, l'emploi et tout ça, ben, on va tous avoir un travail collectif, justement, d'entretenir cette flamme-là. En tout cas, nous, on essaie là, à la ville, tant bien que mal, de rechanger cette vapeur-là parce que sinon, tu sais, une fois qu'on a perdu ces compétences-là, déjà là, on sait que ça se perd par défaut. Si on ne les entretient pas, ça va être pire. C'est intéressant ce que vous décrivez, puis on le voit dans d'autres milieux de travail. Et je voudrais qu'une piste pour cette main-d'œuvre qui peut être fragile parce qu'elle a des compétences de base qui sont limites, même si elle a diplômé. Hein. Je parlais de mes élèves EHDA, c'est des troubles d'apprentissage qui nous suivent toute notre vie. Mais une piste, c'est la formation au milieu de travail. Donc, la formation sur des compétences de base en milieu de travail, que ce soit la littératie, mais de la numératie, la résolution de problèmes. Et la clé du succès là-dedans, c'est comment motiver le travailleur pour qu'il aille à la formation en milieu de travail. Est-ce que c'est souvent, je dirais, la culture des pairs fait en sorte que ça peut devenir intéressant, c'est-à-dire que hey, on suit cette formation-là parce que Marcel l'a suivi puis il peut avoir une promotion. Alors, il faut que l'apprenant il voit un peu des avantages puis d'avancement dans son travail. Et donc là, on a un ingrédient qui me permet peut-être d'être plus mobilisateur. Puis évidemment, bon, les centres de formation professionnelle, le réseau collégial ont des offres de formation en milieu de travail, mais il y a une piste là. Merci. Slimane, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou on passe à la question suivante? Non, je voulais dire aussi qu'il y a dans la région aussi des organismes qui peuvent justement intervenir pour l'apprentissage. Il faut instaurer, je pense, une culture d'apprentissage au sein des entreprises, les sensibiliser à l'importance de cet aspect-là pour le bien-être, ne serait-ce le bien-être des travailleurs, mais aussi pour qu'ils ne se retrouvent pas dans ces situations-là. Donc, dans la région, j'imagine qu'il y a des centres de services scolaires, des cégeps, il y a des organismes aussi communautaires qui peuvent travailler avec les organisations pour le rehaussement des compétences. Moi, je parle souvent d'un exemple. Je me rappelle quand l'usine Electrolux de l'Assomption a fermé, puis les gens se sont retrouvés sans emploi. Il y avait parmi elles, plusieurs personnes qui ne peuvent pas se requalifier, sont retournées aux adultes pour refaire la formation. Donc, l'importance vraiment d'apprentissage est toujours là tout au long de la vie. Ben merci. On dirait que je ferais tout de suite du pouce avec Chantal Grenier. On dirait qu'on est dans cette vague-là. Je vous laisserai poser votre question, puis peut-être même parler du programme. Là, donc, vous occupez, je vous laisserai faire du pouce là-dessus. On est en plein là-dedans. Je vous entends pas, à moins que je sois la seule à pas entendre encore. Est-ce que vous m'entendez? Cette fois, oui. Oui, d'accord. Alors, en fait, certains sont au courant. On a déposé un projet pilote, nous, l'été passé, pour aller former 100 travailleurs en entreprise. Donc, on avait ciblé les 10 MRC. On a travaillé de concert avec Service Québec. Donc, 5 MRC, 10 entreprises, 2 par MRC, c'était notre vœu pieux. Et là, on est parti en recrutement on a ciblé des postes de travail, donc des manœuvres, des soudeurs, quelques postes de travail. Et on utilise, en fait, l'outil diagnostic de la TREAC qui nous permet, selon un poste de travail, là, on y va avec Compétences essentielles Canada où on a une description de poste et où on nous dit pour tel type de tâche, ça va requérir un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. Et puis, à partir de ça, on monte un questionnaire qu'on fait passer aux travailleurs. Puis, par la suite, on réussit à obtenir un bilan par individu, par groupe d'individus ou par poste, là, selon ce que l'entreprise va désirer. Et puis, par la suite, on va donner des heures de formation. Donc, c'était ça l'enjeu parce qu'on le sait, moi, dans le fond, je suis dans un service aux entreprises, dans un centre de formation professionnelle.
Puis d'emblée, on peut se questionner, quand on a vu les données de M. Langlois tout à l'heure, on peut se questionner, moi je vais aller, mettons, évaluer des gens dans une minière, et bien si j'arrive à la conclusion que les travailleurs qui ont fait tel programme ont un niveau 1 ou 2 en littératie, bien on se dit il y a un petit manque à gagner parce qu'on doit avoir un niveau 3 pour être fonctionnel en société. Fait que, ben, on se disait, ben ouais, mais là, il faudrait que ça fasse partie de nos programmes. Puis vous l'avez bien souligné tout à l'heure, il y a pas, il y a certains centres de services scolaires qui sont très concernés puis qui font des démarches, mais pas nécessairement tous les centres. Donc, il faut qu'on élève le niveau de littératie, numératie, mais à partir de tout. On peut arriver au constat aussi que des étudiants de secondaire 5, bien, on va sûrement arriver au constat qu'ils ont un niveau qui est trop faible quand on a un 58 60 dans la région. Mais déjà, on a des entreprises très dynamiques, puis un conseiller de Service Québec. On a 3 entreprises à la SAR. Donc, on va y aller rondement là-dedans. Là, puis il y a plusieurs entreprises qui ont levé la main. Fait que pour Mme Pieuse, est-ce que je dis votre nom comme il faut? Oui, Mme Pieuse, oui. Peut-être que les villes ne sont peut-être pas admises, sauf que aussi, on va travailler avec Service Québec pour voir la CPMT, la Commission des partenaires du marché du travail. C'est eux autres, en fond, qui ont financé notre projet. Mais il y a des régions où il y a un budget qui vient dans la région pour faire la formation de base en entreprise, ce qui n'est en tout cas, je pense que ce n'est pas le cas en Abitibi. Fait qu'on va travailler là-dessus. Fait que s'il y en a d'autres qui veulent appuyer fort pour qu'on fasse la demande puis qu'on puisse partir en mission de formation de base, là, fait que c'est ça. Ben merci. En tout cas, moi, cette information-là, juste pour ça, ça valait la peine parce qu'on vous dit, on va travailler sur les compétences, là, d'avoir vos coordonnées. On va bâtir à partir de là. Moi, je reste convaincue. Merci. Excellent. Parfait, merci. Puis j'ai les coordonnées à Chantal aussi. Là, je pourrais les ajouter dans le courriel que je vous enverrai pour avoir plus d'informations sur ce projet-là. Je crois qu'on est rendu à Joanie. Oui, merci. Donc, pour ma part, je suis dans le nord du Québec et récemment, là, j'ai eu l'occasion d'avoir les informations du côté de l'Abitibi pour le projet. J'amène quand même un élément de réflexion, c'est que bien sûr, dans notre région, on souhaiterait développer là, de la formation en littératie, numératie. C'est clairement un enjeu là, pour notre région aussi. Approcher les entreprises, c'est pas toujours évident, donc, mais on a quand même, il y a un beau projet là, qui est en cours, on le suit beaucoup. Puis aussi, on voit que ça peut être confrontant pour les employés, les travailleurs. Fait que comment bien apporter ça? C'est un petit peu une question que j'avais pour vous aujourd'hui. Vous disiez tantôt, des fois, c'est mobilisateur. Entre eux, les employés peuvent se mobiliser, mais au contraire, parfois, les employés pourraient être un peu de reculons là, devant des formations de ce genre-là. Les entreprises, parfois, ne veulent pas toujours investir là-dedans. Fait que c'est des éléments de réflexion que je souhaitais vous apporter. Merci, Joanie. Je vois le temps qui file, donc peut-être que, là, j'ai vu que Chantal avait relevé sa main. Vous pourriez peut-être vous parler pour pouvoir répondre à cette question-là. Je ne sais pas si nos invités avaient quelque chose à ajouter avant que je passe la parole à Marc-Claude, mais on va profiter de votre expertise aussi si vous avez des idées pour Joanie ou d'autres éléments à apporter. Oui, en fait... Oui, on a fait une tournée, rappelle Pierre, on a rencontré des entreprises lors de la tournée pour sensibiliser l'importance de l'apprentissage au sein des organisations, des entreprises. Oui, le mot qui revient tout le temps, c'est que les entreprises sont souvent réticentes à ça quand il s'agit d'investir ou de faire de la formation. Ils préfèrent investir que donner de la formation. Mais en fait, ça rattrape les entreprises quand on fait pas, on marche pas, on prend pas le train, on est dépassé. Donc, on n'a pas le choix que d'aller vers la formation continue, de l'apprentissage, rehausser les compétences. Du côté des employés, évidemment, il y a de la gêne, il y a de la honte de dire que je ne sais pas lire et écrire. On en reçoit plusieurs demandes dans ce sens, que je crois comme un employé, c'est pas lire et écrire, comment interagir. En fait, parce qu'il suffit d'avoir une approche compréhensive, une approche collaboratrice, c'est pas une approche de vouloir sanctionner ou de vouloir gêner quelqu'un, c'est de devoir l'aider
prospérer au sein de l'entreprise et avoir une approche positive auprès des employés, leur parler tout le temps de l'importance d'aller chercher des compétences et que tout le monde le fait. Je suis dirigeant, mais moi aussi, je vais aller faire de la formation. J'en ai besoin. Donc, tout le monde ensemble, ça va créer une certaine culture d'apprentissage au sein de l'entreprise. Puis, c'est tout le monde qui embarque. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Donc, voilà. Merci. Pierre, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Écoute, c'est vraiment ça. C'est une approche pragmatique. Je pense que chaque entreprise doit se doter d'une politique en formation continue. Et comme le disait Slimane, lorsque c'est l'ensemble de l'entreprise qui est partie prenante d'une politique de formation continue, puis que c'est pragmatique, c'est-à-dire que je comprends pourquoi je veux m'inscrire à cette formation continue-là, mais parce que ça me permet d'améliorer mes habiletés. Et si j'améliore mes habiletés, ça me permet d'espérer d'avoir des postes mieux rémunérés ou d'avoir un meilleur cheminement de carrière. Il faut que pour l'apprenant, ça devienne clair pourquoi il va s'asseoir X nombre d'heures par semaine ou par mois dans une perspective de formation continue. Il faut qu'il voit le bénéfice que ça va lui donner à la fin de la journée. Merci beaucoup, Pierre. Je trouve ça intéressant. On a fait un bout entreprise, employeur, puis tout à l'heure, on avait parlé aussi en lien avec la petite enfance, les qualités là, de prélecture et tout. Donc, je nous amène encore un petit peu ailleurs. Je n'ai pas oublié Erwan avec sa question qui est: est-ce qu'il y a des corrélations entre la santé mentale, l'isolement, la santé physique des personnes et leur faible taux de littératie? Oui, la réponse est oui. D'ailleurs, l'OMS s'intéresse beaucoup à ces phénomènes-là. Donc, et qu'on a capté, nous, en bonne partie avec, Slimane en faisait référence dans sa présentation, avec un indice de grande vulnérabilité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'indice de grande vulnérabilité? C'est l'addition de deux phénomènes de pauvreté économique et pauvreté sociale. Et l'une des mesures de la pauvreté sociale, ça va être le faible taux de littératie. Donc, si je me retrouve dans ce phénomène de grande vulnérabilité, donc j'ai des enjeux de faible revenu. Parce que j'ai des enjeux de faible revenu, là, je n'ai pas l'oxygène, je n'ai pas évidemment les outils nécessaires pour prendre le temps pour mettre à niveau mes compétences de base, pour aller me chercher une formation professionnelle qui va augmenter mon employabilité. Donc, je reste pris dans cette espèce de spirale de la grande vulnérabilité. Et ce que l'OMS, d'ailleurs, nous disait dans l'une de ses études, c'est sans une aide externe, c'est quasiment impossible pour un individu ou un ménage de se sortir de cette spirale de la grande vulnérabilité. Puis là, arrive évidemment des phénomènes que vous mentionnez. Donc, quand on est dans cette spirale-là, évidemment, la propension à développer ou à avoir une présence d'enjeux de santé mentale est plus élevée, toxicomanie, enjeux de logement. Donc, on tombe vraiment là, dans des phénomènes pluriels en matière d'enjeux de vie, mais qui, à la base, disons, qui peuvent, de façon, je vous dirais, explicative au niveau des données, être liés à ce double phénomène de pauvreté économique et sociale. Super, merci. Puis je me permets de faire du pouce. Je trouve que le momentum est assez bon, là. Les gens qui n'ont peut-être pas vu l'invitation ou qui n'étaient pas encore interpellés, mardi prochain, même heure, donc à 10h, j'organise un autre webinaire. On a l'économiste Frédéric Lorrain qui va être avec nous. Donc, je vous le mets dans le chat, mais je vais quand même vous le renvoyer par courriel si vous n'êtes pas inscrit, mais je sais que Erwan était là. C'est vraiment une belle présentation qui vient expliquer puis faire les liens entre ces différentes sphères-là, puis le cycle du décrochage, puis le cycle, comment on peut comprendre là, ces enjeux-là en lien avec la diplomation, puis la qualité de vie, puis le bien-être des personnes. On reparle un peu de littératie, mais pas uniquement, puis on a même des éléments de réponse vraiment de réponses ou de questions, finalement, de questionnement, de réflexion en lien avec aussi les employeurs. Donc, c'est vraiment un deuxième webinaire très, très complémentaire à celui-ci. Donc, je l'ai déposé dans le clavardage. Est-ce qu'il y avait une dernière question? Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Kim, d'être avec nous aujourd'hui. Kim Morin-Perron, qui est de Alpha Thémis, qui a écrit là, dans la question-réponse, il y a plusieurs groupes en alphabétisation qui ont une expérience, qui peuvent venir en aide. Donc, pour les gens qui sont en Abitibi-Témiscamingue, on a Concept Alpha qui est plus à Rouyn-Noranda. On a Alpha Thémis avec Kim qui est vraiment super. Donc, il y a des équipes ici en région qui peuvent faire un bout. Donc, si vous avez des questions en lien avec l'alphabétisation, c'est vraiment ces organismes qui ont la spécialisation, la spécialité, l'expertise.
Puis, elle a déposé aussi là, le lien. Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont à travers le Québec qui veulent aller connaître quels organismes sont sur leur territoire, c'est possible aussi de le faire. Moi, ce que je retiens, c'est que tout le monde a un peu, on dit souvent, tout le monde a un rôle à jouer, mais en travaillant avec les organismes dans l'alphabétisation, avec les centres de services scolaires, avec les employeurs, avec les CPE, fait que, j'ai l'impression que tout le monde peut contribuer. On arrive vraiment très, très, très bientôt à la fin. Je me permets de faire mes annonces publicitaires avant de laisser le mot de fin à Marie-Claude. Donc, premier message publicitaire est fait. Je vous ai déposé le lien. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit à la présentation de Frédéric Lorrain, ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est sûr que moi, j'ai un parti pris, c'est moi qui l'organise, là, mais ça vient vraiment bien documenté. Puis ça peut légitimer aussi dans les différents dossiers les implications que vous faites en lien avec la persévérance scolaire, mais même dans les enjeux d'inégalité sociale. Donc, vraiment beau webinaire qui s'en vient. Je vais vous envoyer aussi le formulaire d'évaluation, d'appréciation, en fait, j'ai appelé ça comme ça, du webinaire d'aujourd'hui. Ça nous aide aussi à voir les bons coups, les moins bons coups, qu'est-ce qui vous a plu, puis d'identifier aussi, il y a une petite question, là, je vous dis, c'est assez court comme sondage d'appréciation. Est-ce qu'il y a des pistes d'action qui vous ont interpellé plus que d'autres, là? Une petite question qui va être comme ça peut être 3-4 mots que vous répondez, mais c'est certain que nous, ça nous intéresse de dire dans les pistes de réflexion qui ont été partagées aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé plus qu'un autre? C'est sûr que nous, Action Réussite, on a envie de justement passer à l'action puis de continuer à travailler sur ces sujets-là. Donc, je mets ça en lien. Marie-Claude, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Je ne savais pas si je parlais de d'autres projets qui s'en viennent. Fait que je te laisse faire la fin si jamais tu veux plugger les projets ou si j'attends d'en parler à notre webinaire de mardi prochain. Donc, voilà. Ah, ben on peut se garder des scoops pour le webinaire. Ouais. Il va y avoir des scoops la semaine prochaine. Oui, c'est ça, il y a un de scoop qui Frédéric. s'en vient. Oui. Mais j'aurais un autre scoop à vous donner. C'est un save the date en bon français, vu qu'on parle de littératie, là, on va utiliser ça à fond. Le 28 octobre prochain, on va avoir notre troisième rendez-vous inspirant. Et la thématique qu'on va exploiter, ça va être vraiment en lien avec la lecture et la littératie. Fait que c'est pas pour rien qu'on jase de ça aujourd'hui, là. Oups, un petit pop-up. Dans le fond, ça fait plusieurs années déjà qu'on parle de lecture et de littératie, mais on continue là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient d'autres questions, peut-être avant le mot de la fin? J'ai vu des petites mains monter, baisser, mais c'est peut-être une illusion. Ça va? C'est complet. Bien, je me suis pris plein de notes, là, mais finalement, je me suis pris tellement de notes que je ne sais plus, je sais plus qu'est-ce que je retiens. Mais je retiens beaucoup de choses. Je veux vous dire merci, là, Slimane et Pierre, de vous être rendus disponibles, d'avoir parlé de données, mais de pistes d'action aussi, parce que souvent, le défi qu'on a, c'est de partir d'une donnée puis être capable de se projeter pour changer des choses. Fait que nous, c'est vraiment notre perspective, là. Dans le fond, la lecture, la littératie, c'est une clé de changement dans notre région. Fait qu'on veut mettre en place des actions pour faire avancer les choses. Donc, soyez pas gênés de nous interpeller. Là, on se croise, si c'est pas moi, c'est soit Marie-Aimée ou soit d'autres personnes de l'équipe, là. Fait que popez-nous vos idées, on est intéressés à les connaître, puis on veut continuer à avancer dans ce grand chantier pour améliorer la qualité de vie des individus, mais l'avancement aussi, le développement de notre région. Voilà. Ton micro est fermé. Oui, je l'ai allumé, je l'ai refermé. Donc, pour bien finir ça sur notre cocasse. Donc, ben voilà, moi, j'aime ça quand on termine dans les temps. Je viens de vous libérer 6 minutes entre deux si vous étiez très, très serré dans vos rencontres. On a rempli notre mission de vous laisser un petit peu de temps. Donc, merci beaucoup. Comme on disait, n'hésitez pas là, à nous contacter si vous avez des belles idées. Je vous laisse partir, continuer votre belle journée avec ces réflexions ou sur d'autres choses, mais ça nous fait vraiment plaisir que vous ayez été là aujourd'hui. Bonne journée!